et vous accompagner pour le moment des soignants mobilisés face au coronavirus, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer des interviews d'experts, des conseils, des recommandations pour prendre soin des soignants. Si vous souhaitez rejoindre notre initiative bénévole sur Psy4Med, si vous voulez vous proposer d'accompagner des soignants bénévolement, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochaines interviews qui seront diffusées sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra d'être informé de nos prochaines vidéos, de recevoir également des articles et des fiches outils que nous allons continuer à publier dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon visionnage et à bientôt! Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour, enchantée. Ici c'est Fanny de Psy4Med. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Joss. Evelyne Joss qui va nous partager son expertise et son expérience auprès des soignants et en particulier dans les situations de crise et les situations de crise sanitaire. Alors, c'était vraiment important pour moi qu'on puisse faire appel dans le cadre de Psy4Med à des experts pour nous éclairer vraiment sur le vécu des soignants sur le terrain et aussi que ces experts puissent nous aiguiller sur le type de prise en charge que nous, en tant que psy, nous pouvons faire auprès des soignants. Alors, Evelyne, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, je vais me permettre de te présenter brièvement. Alors, tu es psychologue clinicienne de formation, tu es formée à l'hypnothérapie ericksonienne, à l'EMDR, thérapie brève. Tu exerces en libéral, tu as une grande expérience d'exercice en libéral, et tu es également chargée de cours, notamment à l'Université de Lorraine, où tu es formatrice en psychotraumatologie, EMDR, hypnose, dans des écoles privées et à l'université, notamment à l'Université de Lorraine et à l'ULB. Alors ça, c'est pour ton expérience, on va dire, académique et tes formations. Et je sais aussi que tu as beaucoup d'expérience de terrain et en particulier auprès d'ONG et notamment aussi dans le cadre de crise sanitaire. Est-ce que tu es d'accord de nous dire quelques mots sur tes expériences de terrain? Oui, donc j'ai travaillé pour plusieurs ONG et principalement pour Médecins sans frontières. Et donc, dans le cadre de Médecins sans frontières, je suis intervenue dans plusieurs crises sanitaires telles qu'on la vit aujourd'hui, donc notamment le SARS au Vietnam et deux crises, donc deux épidémies Ebola, une au Congo et une en Guinée. Donc, alors bien sûr, les situations sont un petit peu différentes, mais quand même, malgré tout, on retrouve beaucoup de choses dans ce que les soignants vivent aujourd'hui, dans ce que moi et mes collègues, bien sûr, ont vécu sur le terrain pendant d'autres épidémies. Et du coup, ton travail, ton métier sur le terrain, dans le cadre de ces épidémies, en tant que psychologue, c'était quoi concrètement sur le terrain? Alors, oui, ça dépendait un petit peu des épidémies, mais ça pouvait être pour le personnel de Médecins sans frontières ou pour les bénéficiaires. Donc, les personnes qu'on appelle les bénéficiaires, ce sont les malades et leurs familles. Donc, en général, on fait un petit peu les deux. Mais principalement, moi, j'intervenais davantage, je dirais, comme soignant, c'est-à-dire auprès des bénéficiaires. Okay. Merci de partager ça avec nous. Alors, je pense que tu as préparé pour nous un petit PowerPoint pour nous présenter du coup, pour nous expliquer un peu ce que vivent aujourd'hui les soignants sur le terrain et du coup, comment nous, en tant que psychologues, orienter un peu nos interventions auprès des soignants. Alors, si tu es d'accord, je crois que tu vas nous partager ton écran. Voilà. Je partage. Est-ce que c'est OK? Oui, tout à fait. Alors, je vais parler de la souffrance des soignants. C'est vrai que actuellement, tous les soignants ne sont évidemment pas en souffrance et tous ne le seront pas. Certains ne le sont pas aujourd'hui et pourraient l'être plus tard. C'est pas toujours facile d'accepter qu'on est en souffrance, surtout quand on est dans des métiers de soins, où on estime que l'autre est plus amoché que nous, ou qu'il y a une urgence et donc on doit s'occuper des autres avant de s'occuper de nous-mêmes. Donc c'est souvent dans l'après-coup qu'on se rend compte qu'en fait on ne va pas si bien que ça
La seule chose au niveau de la souffrance qu'on peut reconnaître en général sur le terrain au moment, je dirais, de la crise, au moment où on est entre guillemets en guerre, c'est plutôt des symptômes de style du type de la fatigue, par exemple, hein, ou du ras-le-bol à certains moments. Mais je dirais que les autres problèmes arrivent en général plus tard. Donc, on va d'abord je ne sais pas comment voilà. On va d'abord parler de ce qu'on appelle le stress de base. Donc, le stress de base, en fait, c'est un stress qui est tout à fait normal, c'est absolument pas pathologique. Donc, tu sais que le stress, c'est quelque chose qui nous prépare, hein, soit à un danger, à une situation, je dirais, exigeante et qui fait que nous mettons en route une série de mécanismes qui nous permettent d'être plus efficaces. Et donc, ce qu'on appelle le stress de base, c'est le prix qu'on va payer quand on doit s'adapter à une nouvelle situation. Alors, évidemment, les soignants ont des tas de situations nouvelles auxquelles ils doivent faire face. Donc, tu as quand même beaucoup de gens qui ont été déplacés de certains services à d'autres services comme les soins intensifs et donc qui doivent faire des tâches qui ne sont pas habituelles pour eux ou pour elles. Parfois aussi, bien, du coup, faire avec de nouveaux collègues. Alors, quand on a l'habitude de travailler, il y a une routine qui s'installe avec nos collègues, donc devoir travailler avec de nouveaux collègues, c'est aussi quelque chose qui peut être exigeant. Alors, bien sûr, par rapport au coronavirus lui-même, il y a des tas de procédures, il y a des tas de protocoles, et ce sont des choses qu'on doit apprendre et qu'on doit apprendre très rapidement. Donc, il y a énormément d'informations qu'on doit assimiler très rapidement. Alors aussi, tous ces changements eh bien, ne sont pas là une fois pour toutes parce que, par exemple, les protocoles n'arrêtent pas de changer depuis le début de l'épidémie. Donc, il faut tout le temps se réadapter. Alors, c'est sûr que le stress de base, on l'a quand on commence à travailler dans une unité Covid, mais comme les procédures changent en cours de temps, je dirais que c'est quelque chose qui reste tout au long de l'activité Covid. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, malgré tout, s'installe aussi une certaine pratique, une certaine routine qui fait qu'on commence à s'apaiser par rapport à ce stress de base. Alors au début, on peut avoir beaucoup de motivation, tu vois, une espèce de feu sacré. Ça fait partie de ces manifestations positives du stress de base, mais aussi des moments de découragement, des moments de frustration, des moments de fatigue, des moments aussi où on est une espèce de retrait. Plusieurs personnes au tout début, quand elles travaillaient, me disaient « Oh, moi, même pas peur, rien du tout, ça me fait rien ». Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui nécessairement, comme impression, va rester sur le long terme. Alors aussi parfois de la tristesse, des inquiétudes, et on a évidemment de bonnes raisons d'être inquiet, on en reparlera. C'est aussi par exemple l'inquiétude par rapport à la contamination, de bien respecter aussi tous les protocoles pour ne pas infecter autrui, pour ne pas s'infecter soi-même par exemple. Et donc aussi, on peut avoir des contrariétés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal. On s'adapte, ça demande de l'énergie. Et voilà, ça a un prix. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi certains symptômes, quoi. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, puisque la situation est nouvelle et qu'il y a plein de nouveaux facteurs dont on doit tenir compte, notre organisme ou l'organisme des soignants doit se mobiliser, vraiment se mettre en état d'alerte pour faire face à cette situation nouvelle, qui est un mécanisme complètement adaptatif, mais qui a aussi un coût. Et donc, voilà. Ça ne pose pas de problème, j'imagine, sur du court terme. J'imagine que cette énergie qui est nécessaire pour alimenter ce mécanisme d'adaptation, sur le long terme, elle va avoir des conséquences. Elle va peut-être s'amenuiser au fil du temps. Tout à fait. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans une première phase, ce stress nous donne plus d'énergie. Tu parles de l'organisme, mais c'est aussi, je dirais, le psychisme, parce qu'évidemment, nous ne sommes qu'un, c'est-à-dire qu'effectivement, nous allons avoir plus de force physique et nous allons avoir une acuité comme ça, intellectuelle, beaucoup plus focalisée, beaucoup plus centrée. Donc ça va effectivement nous donner des compétences, des capacités qui sont un peu hors norme, supérieures à la normale. Et puis, on va arriver à une sorte de plateau. Et si on ne se restaure pas, si on ne récupère pas, effectivement, ça risque à un moment de s'effondrer. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie,
L'hygiène de vie, bien sûr, c'est le repos, d'avoir suffisamment de sommeil, de pouvoir prendre des breaks. Donc, de s'accorder, même si effectivement les collègues sont surchargés, c'est de pouvoir prendre aussi de temps en temps une journée, une demi-journée pour récupérer. Et donc ça, c'est, je dirais, au niveau physique et puis aussi au niveau de la détente mentale, de pouvoir aussi voilà, s'occuper d'autres choses, d'avoir des loisirs. Alors évidemment, le problème dans le confinement, c'est que ces loisirs sont extrêmement réduits, puisque bien sûr le sport, etc., c'est beaucoup moins facile. On ne peut plus aller non plus, je dirais, se faire un massage ou aller chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. Et le problème aussi, c'est qu'on peut beaucoup moins avoir de contact avec ses proches. On peut bien sûr en avoir par visioconférence, mais ça ne remplace pas complètement, évidemment, le fait de pouvoir se prendre dans les bras avec des amis ou avec des membres de sa famille. Donc, de toute façon, ça je conseille quand même, c'est de garder le contact avec son entourage. Alors, c'est évidemment une recommandation qu'on peut faire à tout le monde, mais je veux dire, par rapport aux soignants, c'est aussi une façon de se restaurer, de se détendre, de pouvoir voilà, se livrer à des personnes. Donc, l'alimentation aussi, on sait bien que les infirmiers sont tout le temps en train de courir, y compris les médecins, et donc ne prennent pas toujours le temps de manger correctement. Donc, évidemment, c'est des conseils qui sont plus faciles à donner qu'à suivre, mais c'est clair que si soi-même, on ne prend pas soin de soi, je pense qu'à un moment, on ne peut plus prendre soin des autres. Tu sais, c'est un petit peu la métaphore qu'on utilise dans l'avion, quand on dit qu'on doit d'abord mettre le masque à oxygène pour soi-même, pour pouvoir aider d'autres personnes, et notamment ses propres enfants. Je dirais que c'est la même chose ici dans le coronavirus. On veut évidemment aider, on veut soigner. À un moment, on doit aussi prendre soin de soi, sinon on ne sera plus capable d'aider les autres. On doit aussi à un moment, quelque part, avoir la bouffée d'oxygène qui fait qu'on pourra continuer. Donc, on doit d'abord aussi éviter que cette courbe ne chute en prenant soin de soi. Et du coup, quand tu parles, je pense spontanément aussi à ces soignants qu'on entend nous dire que par mesure de précaution, ils ont fait le choix, par exemple, de ne plus habiter avec leurs conjoints ou avec leurs enfants pour se protéger. Et tu pointes ici, il me semble, l'importance du soutien social, du support social, mais aussi potentiellement, j'imagine, d'un support logistique. Par exemple, quand tu dis c'est important de bien manger, de prendre soin de soi aussi par le corps et par la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut recommander à ces soignants qui se sont isolés parfois de leur famille ou de leur entourage pour les protéger, mais du coup qui se retrouvent aussi seuls quand ils rentrent chez eux, peut-être avec moins de support technique, on va dire. Comment faire dans ce genre de situation? Je ne sais pas si tu as des pistes. Là, j'ai pas vraiment beaucoup de pistes. Je pense qu'effectivement, d'avoir des contacts tout le temps avec son entourage et donc par visioconférence, ça me semble essentiel. Mais avec évidemment le risque que ce soit aussi source de souffrance, parce que si tu as les enfants qui commencent à pleurer en disant maman, tu nous manques, c'est quand même à double tranchant. Donc je pense que si on se sent en bonne santé, je pense que c'est peut-être un peu exagéré, à moins qu'on ait vraiment des personnes qui souffrent de troubles cardiovasculaires ou de diabète ou qui sont âgées. Mais je pense que dans la mesure du possible, il faut maintenir la cellule familiale nucléaire, donc les personnes qui ont l'habitude de vivre sous le même toit. Alors par rapport au repas, c'est éviter de se faire livrer des pizzas parce qu'on est fatigué. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui encore, avec les services de restauration qui se mettent en place, de manger correctement. Ou de manger très simplement, mais de manger équilibré dans la mesure du possible. Notre corps n'est pas une machine, c'est-à-dire que si on ne l'entretient pas, à un moment, elle craque. Notre corps ne peut pas tout de suite nous dire que ça ne va pas, mais au bout d'un certain temps, il le manifeste. Donc, et là, à ce moment-là, c'est la panne et on ne peut plus se lever. Donc, par exemple, vraiment pour l'entourage d'un soignant, parce que parfois l'entourage nous contacte aussi en nous demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir.
prendre soin du soignant aussi techniquement, logistiquement parlant, par exemple en faisant à manger de manière équilibrée, en prévoyant même une portion à emmener au travail pendant le shift, ça peut être une manière très concrète de soutenir le soignant, même si ce n'est pas forcément vécu ou perçu comme ça directement par le soignant, ça aura un impact probablement pour l'aider à maintenir un peu sa balance énergétique quelque part. Tout à fait, et psychologiquement aussi c'est important évidemment parce que le soignant se sent soutenu. Alors c'est aussi peut-être penser à des moments de détente. Quand on est le nez dans le guidon, on ne pense pas nécessairement à ce qui nous fait du bien. Moi je dis toujours quand on va mal, ou quand on est hautement stressé ou hautement focalisé sur quelque chose, et en l'occurrence ici sur le travail, en fait on devient un peu amnésique de ce qui nous fait du bien. Je prends toujours l'exemple, on mange équilibré, on fait du sport, donc tout va bien, on fait de la méditation pleine conscience, et puis dès qu'on a un souci, on mange n'importe quoi, on arrête de faire du sport, on reste sous la couette, et bien sûr on grossit, etc. Donc, je pense que l'entourage peut être aussi celui qui va rappeler ce qui fait du bien. Ça peut être de regarder un film drôle à la télévision, ça peut être d'aller faire une balade, de motiver, parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie d'aller faire une balade. Et en même temps, souvent, on est très content de l'avoir fait après. Donc, ça peut être aussi un rôle de peer support comme ça. Hein. Donc, ce qu'on appelle le peer support ou body system en anglais, c'est-à-dire qu'on a une espèce de miroir avec notre entourage qui nous dit quand ça va pas bien, qui nous donne des conseils. Donc évidemment, il faut avoir confiance suffisamment dans les personnes à qui on demande d'être un body system, parce qu'on peut le faire aussi évidemment au niveau du travail. On peut demander à un collègue d'être le buddy. Donc on est chacun le buddy de l'autre, c'est-à-dire qu'on se dit, ben là, tu commences à être un petit peu irritable, agressive, je pense que il faudrait quand même me prendre un petit break. Et donc, l'entourage peut aussi avoir ce rôle-là de reconnecter la personne à ce qui lui fait du bien. Par exemple, si la personne fait de la méditation pleine conscience ou un peu de yoga à la maison, c'est de la restimuler à faire ce genre de choses. Ça me paraît vraiment très important ce que tu soulignes ici, hein, vraiment de souligner qu'à la fois quand on est hyper mobilisé, qu'on a le nez dans le guidon, on oublie ce qui nous fait du bien. Et du coup, pouvoir compter sur l'entourage pour nous rappeler ce qui nous fait du bien d'habitude, je trouve que c'est vraiment un conseil très concret. Et ça me paraît aussi d'autant plus important que tu soulignes ce facteur que peut-être l'entourage peut aider la personne à décrocher, à prendre des moments off. Que moi, j'ai vraiment le sentiment parfois quand j'écoute les soignants ou même les personnes qui sont très mobilisées à un moment donné dans leur vie ou dans leur carrière, que l'adrénaline, le stress adaptatif et l'adrénaline que ça engendre, parfois empêche presque les personnes de décrocher. Il y a comme une espèce de sentiment d'être collé à la situation, même physiquement et cognitivement très très mobilisé, avec une difficulté à s'arrêter et à décrocher. Et j'ai le sentiment que dans ce type de situation, qu'un tiers aide à décrocher, à faire quitter le bureau, à faire quitter la maison pour aller faire une balade si c'est possible. Ça dépend de où on se trouve. Hein. D'ailleurs, en ce moment, en Belgique, on peut encore aller se balader. En France, je pense que c'est plus compliqué. Mais d'aider à poser le cerveau, en fait, hein, ou à poser le corps pour faire autre chose. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là aussi parfois. Tu as tout à fait raison, avec l'adrénaline, c'est d'ailleurs le piège, le piège que nous connaissons en tant qu'humanitaires et le piège que les soignants risquent de rencontrer sur leur route aujourd'hui, c'est qu'effectivement, mus par cette adrénaline, on ne se rend pas non plus compte, donc non seulement on se déconnecte de ce qui nous fait du bien, on ne parvient plus à s'arrêter, mais en même temps, en plus, on ne se rend pas compte des signes qui ne vont pas, quoi. L'entourage aussi peut être d'une bonne aide parce qu'une des façons, quand on est stressé, de décompresser, surtout quand les possibilités de décompression sont minimes, en raison du confinement, c'est l'alcool. Donc on a souvent tendance à prendre une bière, 2 bières, 1 verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, et puis après quelques semaines, c'est 4-5 verres. Et parce que c'est la seule chose facilement accessible qui nous donne le sentiment que ça nous détend. Donc ça, l'entourage aussi peut vraiment être attentif à ce genre de, ce qu'on appelle le coping, c'est le moyen de faire face.
en essayant de proposer d'autres formes de coping. Parce que bon, on a parlé, on ne peut pas faire du sport, mais il y a des tas de programmes maintenant de sport sur Internet, parfois de cuisiner ensemble. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses. C'est-à-dire qu'il faut simplement que l'entourage se rappelle à la place de la personne de ce qui lui fait du bien en temps normal. Oui, je pense que c'est un conseil extrêmement concret que tu donnes et qui est opérationnalisable dans le quotidien des soignants et des familles des soignants, je pense. Vraiment, ce que tu dis ici, c'est précieux. Tu voulais, je pense, nous parler après d'un phénomène un peu particulier que tu appelles le flame out. Oui. D'accord, de nous expliquer un peu ce que c'est. Donc, le flame out, c'est un terme d'aviation, c'est quand le moteur s'éteint. Alors, c'est pas très grave, en aviation, quand un moteur s'éteint, quand il n'y a pas de panne moteur, c'est juste une extinction, on rallume. C'est un petit peu comme quand tu es en voiture et que tu cales. Ton moteur s'éteint, il suffit de rallumer. Et donc, en fait, c'est un épuisement qui arrive subitement quand on est justement dans cette course effrénée au niveau du boulot, qu'on manque de sommeil, qu'on manque de détente et parfois aussi qu'on s'alimente mal. Tout d'un coup, on n'en peut plus. Et c'est un petit peu, si tu veux, pour donner une autre métaphore, comme quand on roule en voiture et qu'on ne regarde pas la jauge ou qu'on voit la jauge qui diminue mais qu'on n'en tient pas compte. Et donc, à un moment, on est sur la réserve. Et si on continue à rouler sur la réserve sans tenir compte, il serait temps d'arrêter la voiture pour remettre de l'énergie dedans. En fait, la voiture, elle va s'arrêter comme ça, net. Et c'est quelque chose, c'est même un phénomène qu'on connaît chez les animaux. On a vu ça, par exemple, en 2001, après les attentats du 11 septembre, quand les chiens cherchaient des corps. À un moment, à force de travailler et surtout de ne trouver que des cadavres, en fait, ça s'arrêtait, ils ne pouvaient plus. C'est une sorte de déprime brutale où les gens peuvent carrément d'ailleurs remettre en question leur engagement humanitaire pour les humanitaires ou dire qu'ils vont faire autre chose que le métier d'infirmière ou de médecin. Enfin, je veux dire, alors bien sûr, heureusement, ce sont des choses qui passent et qui passent très vite. Le processus est rapide, c'est-à-dire effectivement, après quelques semaines, on peut complètement craquer, mais en même temps, on récupère très facilement. Donc, c'est vraiment une fatigue où le repos et la détente vont être suffisants comme solution. Donc, un bon week-end en famille ou un bon week-end tout seul à se regarder des séries qu'on aime à la télé, peu importe. Je veux dire, on va récupérer et on sera de nouveau apte. Et donc, c'est important parce que les personnes qui le vivent, à ce moment-là, c'est un petit peu catastrophique. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression que leur métier n'a pas de sens, qu'elles sont épuisées, qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles ont ras-le-bol et qu'une fois que cette épidémie sera derrière, elles vont faire des formations pour faire autre chose. Simplement savoir que c'est quelque chose de connu, un petit peu de repos. Et est-ce que ça veut dire qu'on pourrait interpréter ce mécanisme-là dans notre corps comme un espèce de, tu vois, fonctionnellement parlant, comme un warning, un indicateur que, comme tu parlais de la jauge d'essence tout à l'heure, là, il se passe peut-être quelque chose, il y a peut-être une invitation à voir comment je vais et à prendre soin de moi. Tu vois que ça peut jouer un peu le rôle de disjoncteur pour notifier une avarie dans le système quelque part. Est-ce qu'on peut interpréter ça dans ce sens-là? Oui, je dirais que c'est même une étape, l'idéal serait de pouvoir se rendre compte des signes avant-coureurs. Et là, on parlait d'adrénaline tout à l'heure, c'est bien le risque, c'est que mu par notre adrénaline, on ne se rend pas compte de ça. Alors moi, je dis toujours avec le stress, c'est 90%, 90% de la solution quand on accepte qu'on a un problème de stress ou de traumatisme ou peu importe, donc de souffrance psychique. Mais souvent, dans un premier temps, on ne veut pas se rendre compte de ça. Et je crois qu'il y a aussi le fait qu'en tant qu'aidant, on est là pour aider. Alors, c'est un petit peu étrange d'avoir besoin d'aide alors qu'on est soi-même là pour aider. Tu vois, je pense qu'il y a aussi peut-être cet aspect-là. Puis on a quand même, si on prend par exemple les soins intensifs, c'est quand même un personnel très qualifié, et qui fonctionne quand même toujours dans l'urgence, c'est très technique.
Donc, je pense aussi que ce sont des personnes il y a une espèce de culture d'entreprise. On est fort, tu vois, parce que finalement, dans les soins intensifs, on voit les gens que quand ils vont très mal. Quand ils vont mieux, ils partent en chambre, en salle. Donc, il y a aussi cet aspect dans les soins intensifs que ce sont des personnes qui ont l'habitude d'être dans l'action et dans l'horreur quelque part. Parce que les gens qu'on a aux soins intensifs, on est toujours dans, je veux dire, ils ne viennent pas pour une chirurgie esthétique en général, voilà, ils ne viennent pas pour une simple appendicite, c'est-à-dire c'est toujours des cas graves. Et donc on a aussi des personnes où il y a une culture d'entreprise de force. Et c'est très difficile de se dire qu'on ne va pas bien alors qu'on fonctionne dans une culture d'entreprise où justement nos compétences professionnelles sont aussi liées à cette force mentale. Oui, donc oui, le flame-out, effectivement, quand ça s'arrête brutalement, c'est certainement un signe que notre organisme dit là, maintenant il est temps que tu prennes soin de toi, mais il y a souvent des signes avant-coureurs et l'idéal, ce serait quand même de pouvoir les repérer. Et donc, si je comprends bien, le flame-out, ça peut être comment dire, étonnant, où on peut ne pas comprendre ce qui se passe et vraiment être déboussolé par cette décompensation, on va dire, physique ou psychique à un moment donné. Je comprends bien ce que tu dis, c'est si le repos permet rapidement de re-remplir le réservoir et de normaliser un peu la situation sur le plan physique et psychologique, quelque part, on ne doit pas s'inquiéter de ce phénomène-là. Est-ce que c'est correct si je le traduis comme ça? Tout à fait. Donc, ce n'est pas du tout inquiétant comme phénomène, mais effectivement, ça montre que notre organisme a besoin aussi d'un entretien pour pouvoir aller loin, qui veut voyager loin, ménage sa monture, c'est un proverbe qu'on connaît depuis longtemps. Eh bien, notre monture à nous, c'est notre corps. Il faut aussi pouvoir lui donner ce dont il a besoin, savoir repos, détente. Et si je comprends bien, c'est vraiment ce qui est particulier dans ce phénomène-là, c'est que quelque part, quand on remplit le réservoir, on met de l'essence dans le réservoir, on prend soin de soi, on se pose, on prend du repos, on s'alimente correctement, etc. Le réservoir se remplit, si je comprends bien. C'est ça. Il y a vraiment un système de restauration de l'énergie qui fonctionne. C'est ça. À l'inverse du burn-out, où justement, là, on a beau remplir, ben, ça ne se remplit pas. C'est un petit peu comme s'il y avait une fuite dans le réservoir. Ici, il n'y a pas de fuite dans le réservoir, donc on remplit et on est reparti. D'accord, ouais. Ok. Mais effectivement, si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est un phénomène d'abord qui peut effrayer la personne elle-même parce qu'il y a une remise complète de son engagement, par exemple au niveau professionnel. L'entourage aussi peut être mais tu adorais ton boulot, enfin comment c'est possible? Donc que l'entourage sache ça aussi, ça peut être de ne pas dramatiser, mais simplement de savoir qu'il là il est temps de s'arrêter, quoi. Oui, c'est ça, c'est finalement pouvoir normaliser aussi une réaction qui peut sembler anormale, vraiment sortir de l'habitude ou du ressenti, de pouvoir dire c'est inconfortable, je comprends que tu sois ébranlé par ça, après peut-être que c'est pas le moment maintenant pour tirer des conclusions sur ce que tu veux faire de ta vie, de ta carrière, prends d'abord un peu de repos et du temps pour toi, recharge tes batteries et puis tu verras ce qu'il y a lieu de faire de ça, mais quelque part, temporairement, offre-toi ce laps de temps pour d'abord recharger tes batteries et après, tu réfléchiras à l'implication. Ok. C'est intéressant ce que tu pointes. Et alors, tu parlais du coup de la différence entre le flame-out et le burn-out. Alors, je pense que tu voulais aussi nous parler du burn-in. Oui. Alors, c'est un concept qui est relativement récent, le burn-in. On parle évidemment du burn-out, ça tout le monde connaît. Et le burn-in, en fait, c'est une première phase. On pourrait dire que c'est la première phase du burn-out. Et on parle de présentéisme au travail, c'est-à-dire on parle souvent d'absentéisme dans le burn-out. Les gens sont souvent, quand ils sont en burn-out, en arrêt maladie, donc ils sont absents du travail. Au contraire, dans cette première phase, ils sont au contraire très présents. Ils sont présents comme s'ils allaient bien, alors qu'en fait, ils devraient plutôt rester à la maison. Donc, tu as des gens qui sont par exemple malades,
Donc, en temps normal, c'est des gens qui vont, je sais pas, avoir une crise de la température et qui vont quand même mettre au boulot, ou qui vont avoir de gros soucis familiaux, je ne sais pas moi, avec un parent qui est à l'agonie, ils vont quand même être au travail. Donc, c'est-à-dire, ils sont là alors que pour des raisons personnelles ou pour des raisons physiques ou pour des raisons psychologiques, ils sont en dépression, par exemple, ils devraient être à la maison. Mhm. Et ici, évidemment, il y a un risque puisqu'on sait que des personnes, des soignants travaillent alors qu'ils sont infectés eux-mêmes par le Covid. Hein, donc, ils sont malades, ils ne sont pas en pleine forme et ils vont quand même travailler. Alors, c'est très démotivant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu le prélude au burn-out. C'est parce qu'on est là et en fait, on n'est pas aussi efficace qu'on l'est en temps normal. Et bien sûr, comme le burn-out aussi, hein, ça touche principalement des personnes qui ont une grande conscience professionnelle. Eh bien, les personnes, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles le sont habituellement. Et du coup, c'est démotivant, c'est décourageant de constater ça. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va être la peau de banane pour le burn-out. Alors, les manifestations, c'est qu'on est démotivé, qu'on est fatigué, qu'on voit que bon, la production au travail n'est pas aussi efficace, aussi bonne qu'elle l'est habituellement. Et alors des petites somatisations diverses, ce n'est pas des choses très importantes, mais des maux de dos, des maux de tête, tu vois, un petit peu, voilà, de petites choses sans gravité, mais voilà, qui font qu'on ne se sent pas très bien. Donc là aussi, on peut qu'inviter quand on sent qu'on est malade, même si effectivement le personnel est en sous-effectif, de savoir que si on pousse la corde trop loin, elle finit par casser et que de toute façon, à ce moment-là, l'arrêt de travail sera beaucoup plus long que si on prend juste un peu de repos un week-end ou 2 jours en semaine. Ouais. Mais du coup, là, c'est vraiment le phénomène où, quelque part, parce qu'il y a une augmentation soit de la charge, soit je commence moi-même à être malade ou ce genre de choses, vraiment, j'ai envie de dire, ça tire. Je suis stretchée, quoi. Je dois continuer à donner et je veux continuer à donner parce que ma mission reste importante pour moi, mais quelque part, je deviens de moins en moins efficace parce que je suis fatiguée, mais je continue à vouloir faire la même chose. Mais du coup, ça peut commencer à vraiment venir taper sur le sentiment de compétence parce que je me sens moins efficace qu'avant. Et du coup, tu parlais du présentéisme. J'imagine que c'est parce que aussi, puisque je me demande de faire la même chose qu'avant, mais que ça va me prendre plus de temps parce que je suis plus fatiguée, parfois j'imagine que ça pourrait aussi rallonger les horaires de travail où je pourrais me forcer moi-même à rester plus tard pour finir le job que je m'étais dit que j'allais faire aujourd'hui, quoi. Exactement, exactement. Et donc, effectivement, on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait que ouais, on est moins efficace, donc effectivement, on reste plus longtemps au travail, et donc on se fatigue davantage, et donc on finit par arriver au burn-out. Justement, le burn-out, est-ce que tu es d'accord de nous décrire un peu quelles sont ses caractéristiques? Alors, d'abord une petite définition, hein, c'est un état d'épuisement. Alors, quand on parle d'épuisement, c'est pas seulement physique, c'est aussi mental, émotionnel. On n'en peut plus, mais à tous les niveaux. Et donc, on peut dire que les mécanismes d'adaptation qui nous permettent de faire face aux situations professionnelles, eh bien, vont se consumer, hein, to burn, ça veut dire se consumer, sous l'effet de tensions, donc de difficultés, de facteurs qui sont dus au travail lui-même. Alors, bien sûr, on va le voir plus tard, le stress, c'est quelque chose qui accumule tout. Hein. Je dis toujours, c'est comme une calculatrice. Donc, c'est sûr que si on vit en dehors du travail des situations compliquées au niveau personnel, par exemple, ça va évidemment précipiter le burn-out. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de burn-out familial, hein, donc parce que par exemple, quand on doit s'occuper des enfants, d'un ménage et qu'on travaille temps plein, c'est aussi une surcharge qui est spécifique, je dirais, de la vie privée, qui peut aussi donner un burn-out. Et donc, des personnes aujourd'hui parlent de burn-out familial. Mais donc ici, nous sommes dans le cadre professionnel. Et donc, effectivement, on va voir quelques facteurs, mais peut-être dire d'abord comment ça se manifeste.
Il y a une qui s'appelle Maslach qui a défini trois grandes caractéristiques. C'est d'abord l'épuisement professionnel, donc on a une perte d'énergie. On souffre ce qu'on appelle d'asthénie. Donc l'asthénie, c'est une fatigue qui résiste au repos, hein, contrairement au flemme-out où je disais on se repose et après on est reparti. Ici, on a beau se reposer, les gens te disent là j'étais en repos, j'ai fait une nuit de 10 heures, je me suis levée, j'ai traîné, j'ai fait des longueurs de canapé toute la journée, j'ai rien fait et je reste aussi fatiguée. Ça peut même être le cas après 15 jours ou 3 semaines de vacances, hein, où les gens reviennent au boulot 2 jours après, ils sont aussi épuisés, ils te disent c'est comme si je n'étais pas partie en vacances. Donc l'asthénie, c'est vraiment quelque chose qui résiste au repos. Donc cet épuisement mental aussi, tu sais, l'impression de ne plus pouvoir réfléchir, de ne plus être intéressé par rien, de ne plus pouvoir se concentrer, de ne plus avoir envie de lire, de bouquiner alors qu'on adorait lire. Tu vois, c'est vraiment, ça va se manifester évidemment au niveau de la sphère du travail, mais dans toutes les sphères de la vie privée. Et bien sûr, au niveau du travail, souvent une démotivation, de la frustration, on n'est pas content de la manière dont ça se passe. Alors c'est sûr que, par exemple, si je prends la situation actuelle du coronavirus, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'on va être épuisé. On va les voir tout de suite. On va aussi avoir une dégradation de la relation patient. Donc, c'est vraiment la dimension relationnelle du burn-out. La perte d'empathie, c'est-à-dire qu'on va se blinder. C'est une façon de prendre de la distance par rapport aux patients parce que, comme je le disais tout à l'heure, le burn-out, ça touche principalement les personnes qui ont une grande conscience professionnelle, donc qui sont investies dans la relation. On ne choisit pas d'être médecin ou d'être infirmier par hasard. Hein. Donc, effectivement, on est dans des métiers d'aide. Donc, effectivement, les gens, ils ont envie d'aider. Et donc, cette perte d'empathie, c'est vraiment un moyen de se protéger des émotions qu'on subit dans le travail. Et donc, on peut avoir une espèce de détachement par rapport aux patients, un peu comme si on s'en foutait un peu, une sorte de froideur dans les relations quand on parle des patients. Aussi, ce qu'on appelle la réification ou la chosification, c'est-à-dire que les patients, au lieu de dire monsieur machin, on va dire la chambre 3 peut descendre pour tel examen, hein, on peut aller au scanner. De l'impatience, de l'irritabilité qu'est les patients. Et ça, bien sûr, ça va être favorisé ici dans le contexte du coronavirus où ce sont des patients en grande difficulté. Hein, ils vont très, très mal. Ils ont évidemment beaucoup de besoins. Ils auraient les besoins qu'on soit un petit peu plus à côté d'eux. Et donc, voilà, on peut être irrité quand ils appellent pour des choses qui ne sont pas très importantes. Et on va aussi avoir ça par rapport aux familles. Parce que les familles ne pouvant pas venir voir leurs proches, le seul moyen, c'est de téléphoner au personnel qui est déjà débordé. Et donc, c'est d'être irrité. Encore celle-là, c'est la 3e fois qu'elle téléphone aujourd'hui. Et en même temps, je veux dire, les personnes qui ont ce type de réaction, les soignants qui ont ce type de réaction, souvent, ils ont une sorte de culpabilité aussi de réagir comme ça en disant oui, je comprends bien, si c'était mon père, je sais qu'il est aux soins intensifs et qu'il ne va pas très bien, qu'il n'est pas très stable au niveau de son état. J'aurais aussi envie de téléphoner et d'avoir de ses nouvelles. Hein, donc, je parle bien d'attitudes qui ne sont pas des attitudes habituelles du soignant. C'est-à-dire que c'est un changement dans la personnalité et dans le caractère du patient. Je trouve ça justement extrêmement important que tu pointes que cette dégradation de la relation aux autres, je trouve important que tu pointes le fait que c'est une réaction qui est adaptative, au sens où j'entends souvent certains soignants ou certains de mes patients qui ne se reconnaissent plus quand ils se trouvent irritables, qu'ils n'ont plus le courage d'écouter leurs enfants ou leurs conjoints leur raconter leur journée, et ils culpabilisent, comme tu le dis, de réagir comme ça. Et souvent, ça les apaise quand on est en mesure de leur expliquer que c'est à un moment donné, je veux dire, ça pique tellement fort à l'intérieur et on se sent tellement agressé par le monde extérieur parce qu'on est très perméable et on n'a plus beaucoup de ressources pour y faire face, qu'à un moment donné, c'est comme si le volet tombait ou si on s'enfermait dans une carapace, mais vraiment pour se protéger de ce qui peut continuer à bouffer des ressources.
Et du coup, de pouvoir leur dire, c'est temporairement, c'est le temps de l'épuisement aussi que cette carapace, elle se met en place, mais que cette carapace, au fur et à mesure que les ressources vont pouvoir se reconstituer, ben, cette carapace, elle va pouvoir progressivement disparaître, mais c'est un symptôme pour l'instant qui peut être indicateur d'une forme de fatigue ou d'épuisement. Et je trouve ça intéressant aussi que tu le pointes parce que dans les équipes, dans les réunions d'équipe à l'hôpital, je pense qu'on peut aussi éventuellement rester attentif à certaines réactions des collègues qui pourraient tendre vers une forme d'irritabilité extrême ou de diminution de l'empathie chez un collègue et effectivement quelqu'un qui avait très à cœur de prendre soin des familles, de parler avec les familles, etc., qui à un moment donné devient extrêmement rigide, ça peut être, je pense, un signe, un warning quelque part pour pouvoir garder les yeux sur ses collègues aussi autour de soi. Je prends une autre métaphore qui peut être peut-être utile pour les patients, parce que comme je te dis, ils se culpabilisent. Donc, quand on leur explique avec des métaphores, les gens peuvent mieux comprendre et donc ne pas s'autoflageller en plus. Franchement, quand tu as été blessé, bien, tu vas former une croûte sur la blessure. Et en fait, cette croûte, c'est une partie très dure de toi-même. Une croûte, c'est quelque chose de dur par rapport à la peau. Et en fait, cette croûte, elle est là pour te protéger le temps dont tu en as besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas permanent comme état. Une croûte, c'est quelque chose qui est destiné à partir, mais elle ne part que quand tu n'en as plus besoin. Et donc ça, moi, c'est une métaphore que je donne souvent aux patients et qui, effectivement, déculpabilise et donne du sens, en fait, à ce qu'ils sont en train de vivre. Oui. C'est intéressant que tu prennes encore cette image parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui nous écouteraient là maintenant ou bien qu'on pourrait rencontrer dans nos cabinets ou dans nos consultations et qui pourraient baisser un tout petit peu le sentiment de culpabilité par rapport à cette réactivité extrême aux autres et à cette imperméabilité temporaire qu'on peut ressentir, quoi. Et alors tu pointes du coup que ça peut engendrer une diminution de l'accomplissement personnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Eh bien, c'est-à-dire qu'on va dévaloriser son travail, que ça ne sert à rien, que, par exemple, si je prends le contexte actuel, que de toute façon, il est vieux, on ne va pas le sauver, ou de toute façon, dans l'état dans lequel il est, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est aussi le doute de sa valeur professionnelle. Ben, les autres, ils tiennent le coup, moi pas, je suis en train de craquer, donc je suis nulle. Ou alors c'est l'inverse, c'est les autres qui sont incompétents. Oui, celle-là, elle n'a pas rangé les choses comme il fallait, elle a oublié de remettre tel et tel matériel dans la salle, on ne peut pas compter sur elle. Autrement dit, il n'y a que moi qui suis bonne. Donc ça peut être aussi la remise en question de la valeur des autres. Et donc, mais souvent, c'est évidemment une baisse de l'estime de soi, de ne pas être capable, de ne pas être suffisamment bon. Aussi, évidemment, c'est un contexte particulier où les gens ont peu de temps de passer dans les chambres. Puis comme on est en habit, souvent, on fait le maximum qu'on a à faire dans la chambre à ce moment-là pour ne pas devoir y retourner, se déshabiller, se réhabiller. Et donc, on passe relativement peu de temps avec les patients, sauf uniquement pour les soins, alors que ce sont des patients qui sont en grande souffrance et en grande demande, et d'autant plus en demande que, évidemment, ils ne sont pas avec leurs proches. Et donc, on peut aussi avoir le sentiment de ne pas faire son job convenablement au niveau humain. Et donc ça, ce sont des choses que des infirmiers m'ont dit. C'est-à-dire, oui, j'ai été efficace au niveau professionnel, purement technique, mais je repars avec un sentiment de ne pas être à la hauteur au niveau humain. Oui, et du de ne pas avoir pris le temps de parler, de prendre la main, voilà. Et comme tu le pointais tout à l'heure, puisqu'il y a quand même un profil qui est plus enclin à l'épuisement que d'autres, et dans ce package, je pense qu'il y a vraiment cette conscience professionnelle, le fait de se sentir plus tout à fait à la hauteur, ça vient vraiment contraster par rapport à cette envie d'être un bon professionnel, et donc ça engendre aussi vraiment un espèce de d'effondrement du sentiment de compétence et presque du sens pour lequel je fais ce travail, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment la perte de sens. Donc, c'est quelque chose qui est assez caractéristique du burn-out, c'est la perte de sens. Donc, ça, je pense que
on est en deuil du sens qu'on a donné à son travail jusque-là, ou à sa valeur dans ce travail. Et alors, tu pointes ici dans les manifestations d'épuisement, tu parles aussi d'épuisement mental. Je trouve que c'est intéressant aussi parfois de se poser la question quand on s'analyse soi-même de comment vont mes fonctions cognitives. Parce que je trouve que ça, ce sont aussi parfois des manifestations assez saillantes d'une forme d'épuisement. C'est quand on commence à s'en mêler les pinceaux, quand on commence à plus retenir certaines informations, quand on n'arrive plus. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de, par exemple, pour déconnecter, on peut essayer de lire un livre. Souvent, les patients nous rapportent qu'ils ne sont plus en mesure, quand ils sont vraiment en train de s'épuiser et qu'ils sont épuisés, que lire un livre, par exemple, c'est devenu extrêmement compliqué parce que ça implique de pouvoir lire, décoder les informations, retenir ces informations dans sa mémoire de travail pour pouvoir retenir les personnages et l'intrigue qui est en train de se monter. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que je dois relire 15 fois le même paragraphe ou j'ai oublié ce qui se disait à la page d'avant. Et je pense que ça peut être quand même des marqueurs qui peuvent être relativement saillants et qu'on peut garder à l'esprit. Je dirais peut-être d'autant plus, peut-être aussi que je pense que le personnel médical a besoin de ces fonctions cognitives maintenant et je pense que le fait d'avoir une diminution dans ses capacités cognitives peut aussi avoir des conséquences sur leur travail. Et je pense que souvent, les gens s'accrochent à leur travail quand vraiment ils tirent sur la corde parce que c'est important pour eux de faire leur mission et donc ils s'accrochent au travail. Parfois, ils sont vraiment collés au travail. Et je trouve parfois intéressant de pointer le fait que peut-être qu'à un moment donné, être un bon professionnel, c'est aussi pouvoir lever le pied. Parfois aussi, par exemple, en prenant conscience que pour l'instant, je suis tellement fatiguée que je risque de faire des erreurs. Et donc, quelque part, alors c'est se servir du fait de mon envie d'être un bon professionnel, maintenant, elle légitime le fait que je m'arrête temporairement pour recharger mes batteries et mieux revenir, pour vraiment pouvoir légitimer cet arrêt ou cette diminution de la charge à un moment donné pour mieux continuer dans le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, je pense que c'est un de nos grands rôles de thérapeute avec les soignants, c'est de recadrer le fait que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme pur, mais que c'est aussi une façon d'être professionnel. Si justement pour un soignant, sa valeur, une des valeurs qui le motive, qui le fait bouger, c'est sa conscience professionnelle, c'est de dire que c'est inconscient professionnellement de ne pas prendre soin de soi. À un moment, prendre soin de soi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire si on a une conscience professionnelle. Oui, c'est utiliser alors vraiment le système de valeurs du soignant qu'on a face à soi pour prendre soin de lui. Quoi. Oui. Et alors, je crois que tu as préparé une slide pour nous pointer les facteurs personnels qui peuvent favoriser le burn-out. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, bien sûr, la surcharge de travail. Alors, évidemment, on est bien d'accord que tous les services ne sont pas en surcharge de travail par rapport au Covid. Ceci dit, c'était quand même une revendication tant en Belgique qu'en France. Il y avait quand même des mouvements de grève, d'humeur. Le climat social était déjà très tendu avant la crise, justement parce qu'on estimait déjà que dans les hôpitaux, on était en sous-effectif. Parfois aussi déjà qu'il manquait de matériel. Évidemment, c'est aggravé très fort par la crise. Donc, disons, dans les facteurs classiques qu'on va retrouver, même aussi en dehors de cette crise, c'est la surcharge de travail, le manque de personnel, qui implique donc évidemment une surcharge de travail. En particulier ici, le manque de matériel, de blouses, de masques. Ce sont de médicaments aussi pour les patients. Ce sont des choses qui effectivement sont très lourdes à porter pour les professionnels. La lenteur aussi, que ce soit des autorités, des directions hospitalières, etc., à fournir les réponses efficaces, soit en termes de personnel, soit en termes de médicaments, etc. La durée de l'épidémie, quand les choses ne durent que quelques semaines, ça va. Ici, nous sommes partis. Si on ne trouve pas de vaccin ou de traitement efficace, c'est probablement qu'on n'en trouvera pas dans les mois à venir. Ça veut dire que cette épidémie, elle va durer, puisqu'on est en phase 3 de l'épidémie. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'idée d'arrêter l'épidémie, on est dans l'idée de la freiner pour ne pas déborder les systèmes de santé
pour pouvoir prendre en charge les malades. Mais donc, ça veut dire que très rationnellement, nous savons que cette épidémie, elle va durer et que des patients vont continuer à arriver dans les hôpitaux et arriver aux soins intensifs. Donc, la durée, évidemment, plus ça dure et plus, évidemment, on s'épuise. L'accumulation du nombre de décès, ça c'est très important. Au début, on a 1 décès, 2 décès, 3 décès. Finalement, au bout du compte, on finit par avoir plus de patients qui sont décédés que de patients vivants. C'est-à-dire que, en tout cas, dans certains cas, ou en tout cas le sentiment, l'impression qu'on peut en avoir, je ne dis pas que c'est la réalité. Mais donc, ça veut dire que on a l'impression que de voir que des morts ou que ça s'accumule et donc ce qu'on fait ne sert pas à grand chose finalement, ce qui est évidemment complètement faux. Mais comme j'ai dit, dans le burn-out, on a aussi une perception qui est biaisée. Alors, l'absence de médication thérapeutique et curative pour les patients, donc c'est vrai que ça c'est très décourageant. Si je prends en dehors du Covid, c'est sûr que c'est certainement si je prends la maladie cancéreuse, de travailler en oncologie avec les malades du cancer du sein est certainement plus valorisant, quelque part, enfin pas plus valorisant, mais plus... Un sentiment d'efficacité peut-être plus important. Voilà, plus grand que par exemple si tu travailles en pneumologie avec des cancers du poumon. C'est d'ailleurs un médecin, un oncologue, le chef de service qui m'avait dit ça, qui travaillait lui pour le cancer du sein, en me disant mais moi au moins j'ai beaucoup de patients qui guérissent. Donc juste c'est une image, mais juste pour dire que effectivement le fait de ne pas pouvoir guérir autant de personnes qu'on le voudrait ou qu'on pourrait si on avait des médicaments, c'est quelque chose qui est un facteur aggravant. Oui, juste par rapport à ce que tu viens de dire sur l'absence de médication et thérapeutique curative, moi l'image qui me vient quand tu en parles, c'est vraiment d'essayer de vider une pirogue qui prend l'eau et d'écoper au fur et à mesure, mais tu vois que la pirogue continue à se remplir. En termes motivationnels, c'est clair que c'est pas ce qui alimente le plus le sentiment de compétence, quoi. Vraiment, ça peut engendrer et presque une rupture de sens, je pense, pour les personnes qui ont besoin de se sentir utiles, je pense ce dont on a tous besoin, mais ça me semble particulièrement important. Et alors, pour moi, ce que tu pointes aussi, c'est vraiment cette notion de la durée de l'épidémie. C'est vrai que ce qui est très caractéristique d'une crise épidémique, comme c'est le cas maintenant, c'est que ça va s'étendre sur la durée, et c'est pour ça, du coup, je pense que tu insistes aussi sur cette notion d'épuisement qui peut arriver à nos soignants, aux soignants, puisque là, on va vraiment être sur quelque chose de la durée. Donc, c'est le stress qui devient chronique, quelque part, à un moment donné, avec la possibilité de recharger les batteries qui peut engendrer ce mécanisme d'épuisement. Et puis, je pense que tu veux aussi peut-être nous parler de ce qui peut se passer vraiment quand il y a un stress qui intervient de manière très ponctuelle ou de manière très intense. Et tu vas peut-être nous parler aussi du stress quand il peut devenir traumatique. Et je te propose peut-être qu'on aborde ça dans une deuxième vidéo, qu'on prenne le temps de tous bien décanter ce qu'on s'est dit aujourd'hui et que ça puisse nourrir nos interventions auprès des soignants, et qu'on fasse une deuxième vidéo pour cette question du stress traumatique qui va impliquer aussi un type d'accompagnement, je pense, bien spécifique que tu vas pouvoir nous exposer. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci pour cette interview déjà très riche. Je suis personnellement enthousiaste et impatiente de faire les autres vidéos parce que ça me nourrit beaucoup d'en discuter avec toi. Et j'espère que les personnes qui nous auront écoutés auront elles aussi trouvé de la nourriture intéressante, ce dont je ne doute pas. Et je te propose qu'on se retrouve tout bientôt pour la suite. À bientôt. À bientôt. Vous avez apprécié l'interview que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir nos prochains articles, nos prochaines fiches outils que nous continuerons à publier dans les prochaines semaines. Et puis si vous êtes psy et que vous acceptez d'accorder quelques heures de votre temps pour soutenir bénévolement des soignants qui sont mobilisés actuellement face au coronavirus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.psyformed.com. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.